Je suis Déborah Emmanuela Toussaint, euh, cofondatrice de Haïti Femmes ITC et BABA Technologies, et aussi fondatrice de FinTech. Bienvenue Madame Fosta dans la troisième édition du Forum national de la gouvernance de l'Internet en Haïti, organisé par ISOC. Et pour une brève description de Madame Fosta, Madame Fosta est Guadeloupéenne, PDG de IPOS, qui est Internet Protocol Get. Déborah, allô? Allô? Oui, oui, ça ne passe pas très bien, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'entends pas? Le son n'est pas de très bon et de très bonne qualité. Ok, attendez. Allô? On n'arrive pas à vous entendre. Et maintenant? Ça va, ça va. Allô? Allô? Oui, oui, ça va maintenant. Ok. Je suis Déborah Emmanuela Toussaint, cofondatrice de Haïti Femmes ITIC et de BABA Technologies. Je suis la modératrice de ce panel où je vais recevoir Madame Fosta ici. Madame Fosta est guadeloupéenne, PDG de IPOS, Internet Protocol et Open Source, qui est une entreprise informatique. Elle est présidente du cluster de l'économie numérique. Elle est aussi mère de 2 enfants. Engagée à tous les échelons, elle est aussi ambassadeur de ICANN, qui est l'organisation mondiale qui gère les adresses IP et les noms de domaine, pour ne citer que cela. Bienvenue Madame Fosta sur le Forum national de la gouvernance de l'Internet en Haïti, la troisième édition. Merci beaucoup, Déborah. Je peux commencer? Oui. D'accord, merci. On va pouvoir profiter de l'occasion de parler un petit peu d'innovation en temps de crise. Parce que vous savez que quasiment tous les pays du monde sont touchés par le coronavirus, donc le Covid-19 dit intimement. Et la question qu'on va se poser pour la question de la gouvernance Internet, et si on profitait de cette crise-là pour innover? Alors, avant tout, en propos liminaire, je tiens à remercier l'Internet Society Haiti Chapter, donc ISOC Haïti, et notamment son président, Cindy Obed, ainsi que tous ses membres pour l'accueil qui est réservé à moi, mais bien entendu, quelque part à la Guadeloupe, pour l'intervention dans ce forum. Je vais évoquer en premier lieu la première réalité, c'est-à-dire qu'au niveau du Covid, ça a touché énormément de secteurs d'activité, ça a touché les habitudes, ça a touché les gens dans leur chair, ça a touché pas mal de personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque part, les premiers à être très, très embêtés, ce sont les parents, ce sont les professionnels. Et au niveau, si certains business au niveau mondial ont pu connaître un accroissement de leur chiffre d'affaires, je pense notamment à Amazon et à Facebook au niveau mondial, mais localement, il y a eu une réalité qui n'est pas très belle. On va regarder un petit peu l'impact au niveau sectoriel de cette pandémie mondiale au niveau local. Et je suis sûr qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire au niveau d'Haïti. En ce qui concerne donc, tout ce qui concerne les magasins de vêtements, tout ce qui concerne le troc, etc., concrètement, durant le confinement ou durant une bonne période, le marché mondial du textile s'est effondré. Pas mal de magasins de vêtements ferment
Et donc, quelque part, c'est un des secteurs qui est réellement touché. La santé aussi, puisque pendant que l'on parle du Covid, on oublie les autres secteurs, on oublie la santé, en fait, peut-être de celui qui est cardiaque ou celui qui a d'autres pathologies. Au niveau de la nourriture, pareil, donc il y a eu une raréfaction de certaines nourritures. Alors, ce qui nous intéresse quand même, on ne va pas évoquer en détail tous les secteurs parce qu'on y passerait l'après-midi, mais on va s'arrêter à des secteurs qui touchent le numérique, notamment l'énergie, le fait en fait qu'il y ait des problèmes en fait de production, mais que ça impacte l'énergie. Bon, en Haïti, il y a malheureusement des problèmes d'électricité de temps en temps, mais il n'y a pas qu'en Haïti. C'est quelque chose qui a aussi touché d'autres territoires au niveau mondial. Cette question d'approvisionnement en énergie, certains bateaux qui ne peuvent pas bouger. Donc ça, c'est un problème clair, donc la question de l'énergie. La question aussi des télécommunications. On a vu que le business model en fait, de certains opérateurs télécoms était chahuté. Donc, ils sont en train de se rechercher, de se retrouver. Alors, on sait que, par extension, très souvent, l'un des meilleurs moyens, c'est de trouver en fait le financement auprès du consommateur final. Donc, forcément, chaque abonné va pouvoir mettre la main à la poche pour pouvoir gérer en fait l'impact de l'après-Covid. Donc, il faut s'attendre à une hausse des télécommunications à venir là-dessus. Au niveau du transport aussi, qui est très lié en fait au numérique, hein, à savoir que beaucoup de manifestes de transport sont gérés par le protocole informatique. Alors là aussi, il y a des contraintes fortes là-dessus, puisque étant donné qu'il y avait certaines ressources qui validaient en fait des procédures qui étaient à la maison pour télétravail ou malade, etc., ben, concrètement, il y a forcément eu des loupés au niveau de ce secteur-là. Donc, grosso modo, on voit quasiment que tous les secteurs majeurs de l'économie ont été touchés par le Covid. Et donc, quelque part, du grand industriel, du grand promoteur aux petits commerçants qui vont au bord de la route, ben, tout le monde a été touché par cette crise mondiale. Alors, si on va paraphraser en fait Kennedy, de chaque crise, on peut en tirer une opportunité. D'ailleurs, je vous ai mis en fait à l'image le symbole en fait du mot crise en chinois, où dans ce symbole-là, on a à la fois deux valeurs qui sont concomitantes pour exprimer le mot crise, à la fois le danger et l'opportunité. Effectivement, cette crise-là, ça a créé des faillites et ça va encore continuer à avoir des effets de bord. Mais c'est peut-être l'occasion pour peut-être un étudiant de monter un petit business pour répondre à des besoins. C'est peut-être l'occasion pour certains établissements, pour certaines banques ou certaines administrations de repenser leur façon de travailler, leur façon d'échanger, d'abandonner peut-être le papier. Voilà, quelque part, il y aura des changements qui seront amenés à cette crise-là et tous les changements ne sont pas mauvais, bien au contraire. Alors, je vous ai également mis en fait un petit tweet qui est assez circulé au niveau d'Internet, à savoir au niveau quand on disait, mais bon, mais, avec le numérique, il va falloir qu'on change, il va falloir qu'on se mette à la page, il faut que les entreprises puissent se transformer. Bon, ben, concrètement, comment on fait mais on se dit, mais comment on décide ça? Habituellement, avant le Covid, on aurait pu penser que c'est une décision du chef, en gros, le président, le CEO, ou c'est une décision du responsable technique, le directeur informatique, le CTO. En réalité, après la crise de Covid, mais le Covid est facteur en lui-même de changement et quelque part, le Covid crée une forme d'urgence pour changer. Et donc, vous avez énormément d'actions qui se déroulent à travers le monde pour développer en fait des phénomènes de e-leadership en ligne, plus d'autonomie des gens, des acteurs, des partenaires. On peut travailler depuis Haïti à travers le monde parce que là maintenant, bon, ben,
on voulait tout le temps avoir son collaborateur, mais sur la même, on peut l'avoir à distance. Donc, je pense que c'est une vraie opportunité pour certains jeunes Haïtiens de trouver des emplois un peu partout dans le monde. D'ailleurs, au sein de la Guadeloupe, nous avons besoin aussi d'acteurs dans le secteur du numérique. S'il y a des développeurs qui m'entendent, c'est un appel du pied. On a réellement besoin de certaines compétences au niveau du digital, donc ils peuvent vraiment candidater là-dessus. Donc, la distance, l'éloignement n'est pas un frein, bien au contraire. Donc, cette notion donc, de changement impacte toutes les dynamiques de vie. Donc, en gros, on est passé d'une logique plus ou moins physique, commerciale classique, à une logique de bitin en créole guadeloupéen, bagaille en créole haïtien. Donc, quelque part, je dirais à chaque acteur de se positionner sur cette notion. Concrètement, moi, dans mon activité, dans mon entreprise, dans mon administration, dans mon école, qu'est-ce que moi aussi je peux avoir comme opportunité? Et souvent, même si je ne peux pas avoir cette opportunité seule, vers qui je peux me tourner pour le faire? Il faut se dire que quand on a une idée ou quand on veut avoir une ambition, on n'est pas obligé de le faire seul. On peut très souvent avoir un partenaire ou un acteur qui peut nous aider pour ça. Et je pense que ISOC Haïti possède dans son sein beaucoup d'expertise, beaucoup de personnes compétentes. Il ne faut pas que les jeunes ou que les moins jeunes il ne faut pas qu'ils hésitent à contacter en fait les membres d'ISOC Haïti pour leur projet ou pour leur ambition. Quoi qu'il en soit, avec cette crise, il y a un changement profond qui doit s'opérer. J'ai envie de dire, même s'il y a des changements qui s'opèrent pour le business ou pour des actions légitimes, la question des usages, par contre, doit être complètement revue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une société, une entreprise sans un plan de continuité des activités. On peut se dire, bon, ben, OK, s'il y a un tremblement de terre, si je dois fermer tout un quartier, comment faire pour accéder à mes données, comment faire pour accéder, gérer ou avoir des relations avec mes collaborateurs, comment je dois faire pour avoir un système d'information aux normes dignes de ce nom. Donc, quelque part, pour beaucoup d'acteurs, que ce soit des petites entreprises, des associations, il faut investir parce que l'argent que vous n'investissez pas aujourd'hui, vous perdez 10 à 100 fois plus demain, voire vous risquez même de disparaître. Donc, non, je dirais qu'une action de résilience, c'est d'investir, entre guillemets, sur les choses importantes au niveau des usages, pour faire évoluer les usages. Parmi les choses importantes, il faut savoir que Haïti, comme d'autres territoires de la Caraïbe ou d'autres territoires du monde, sont des régions qui sont très mal desservies par Internet. Donc, comment gérer en fait les problèmes de connexion, les problèmes d'accès à l'énergie, donc on ne peut même pas charger son ordinateur, alors que dans le même temps, on demande aux gens, mais il faut que vous travaillez depuis chez vous, il faut que vous puissiez prouver votre identité à distance, il faut, etc. Donc là, concrètement, ce sont les forces publiques, ce sont les acteurs de terrain qui doivent avoir ces dynamiques, parce que en période de crise ou post-crise, l'utilisateur, il voit concrètement ses usages totalement atomisés autour de lui. Qu'il s'agisse de son usage personnel, de son usage administratif ou l'usage professionnel, tout est concentré via son lieu de vie parce que, en période de crise, vous n'avez pas, quand vous avez une crise Covid dans un quartier ou dans votre entreprise, vous travaillez à distance ou vous travaillez depuis un lieu partenaire, comme ça peut être Bunch au niveau d'Haïti. Donc là, concrètement, il faut pouvoir gérer cette partie. Et donc, je pense qu'il y a des pistes là pour certains acteurs ou investisseurs privés pour travailler sur des projets concrets. Il est très urgent de travailler sur ces questions-là. Et donc, je pense que s'agisse de moi ou d'autres acteurs sur Haïti, on sera vraiment en mesure d'accompagner cette révolution d'usage. Parce que demain, qu'est-ce qui va impacter concrètement? Tout d'abord, la question des relations clients, hein, donc que ce soit en banque, les factures, oiseau fait son nid, et après, on arrive à des projets plus ambitieux parce qu'ils y travaillent de manière récurrente. L'autre question aussi, à mon avis, qui serait intéressante, là, je vois un petit peu les applications que IPOS développe pour les collectivités, enfin des communes sur la com. C'est l'identité numérique. Donc, faire en sorte que le citoyen accède
avant e-citoyenneté de manière intelligente et liée à notre problématique en fait, de connexion Internet, que ce soit on est en bas débit, que ce soit on n'a pas d'Internet du tout tout le temps, et donc on a un peu d'Internet, on fait en sorte d'avoir des données ou de pouvoir gérer ces démarches dématérialisées. On a droit aussi à l'innovation, mais une innovation frugale, un peu plus intelligente et moins consommatrice d'énergie. Alors, les difficultés qui arrivent très souvent, hein, donc il faut faire attention à la question, donc la durée de vie des données. Donc, il y a des règles qui existent au niveau mondial là-dessus. Les archives nationales d'Haïti, comme pas mal de centres de documentation du monde, travaillent sur ces questions-là. Énormément d'acteurs ont travaillé sur le droit à l'information, le droit à la misinformation, les questions en fait, de gestion de l'information, la question de confiance dans l'information, etc. Là aussi, on ne doit pas jouer avec ça. On a énormément de jeunes qui travaillent sur ces questions-là, je pense à des organisations internationales, Internet Society, mais pas que. C'est des difficultés. On doit prévenir en fait ces difficultés-là de façon à ce que les projets soient structurés en fait en conséquence. Et puis la question aussi de l'application du RGPD qui touche même Haïti, ou en tout cas beaucoup de pays dans le monde, parce que que ce soit des deals, que ce soit des contrats via des financements ou autres, la gestion des données, de la vie privée fait partie en fait très concrètement des choses qui sont importantes en fait dans la structuration des projets autour du système d'information, autour de l'identité digitale et bien entendu autour de l'innovation. Parce qu'on ne peut pas penser innovation, on ne peut pas penser dématérialisation sans une prévention de toutes ces difficultés qui surviennent lorsqu'on monte des projets. Alors, pour terminer, en conclusion, je dirais en fait IPEOS, on met l'accent sur la question de l'innovation. Pour quelle raison? Parce que l'innovation, ça ne veut pas dire qu'on va mettre des milliards pour la Silicon Valley pour pouvoir arriver à des projets. L'innovation, ça veut dire qu'on va mettre de l'intelligence sur des besoins réels qui ont été identifiés. On va des fois faire avec des acteurs qui n'ont pas forcément les compétences, mais qui peuvent apprendre de façon à ce qu'on puisse sortir quelque chose qui n'existe pas. Donc, on peut faire de l'innovation de rupture quand on a les moyens, mais on peut faire aussi de l'innovation territoriale, géographique, ou de l'innovation de service. Donc, quelque part, ce sont des possibilités qui sont à la portée de tout un chacun, chaque citoyen, chaque Haïtien, qu'il soit étudiant, qu'il soit seul dans son entreprise, qu'il soit consultant, qu'il soit professeur ou administratif, a le droit en fait de penser ce monde-là avec une intelligence peut-être individuelle via l'invention ou plus collective via une innovation ouverte et forte. Je vous remercie en tous les cas pour cette intervention. Vous avez parlé de changement. Au moment Oui. changement pendant les moments de crise. La première question, c'est, vu la situation d'Haïti, comment les jeunes start-up peuvent utiliser l'économie numérique pour faire un changement positif en Haïti et en même temps pour augmenter leur capital? Alors, parmi les changements, quand je dis qu'ils ont aussi à leur taille, à leur niveau des opportunités, parmi les changements, c'est qu'ils ont des smartphones. C'est bien, mais au lieu d'avoir le smartphone que pour consommer des productions ailleurs, c'est-à-dire pour consommer des films, des Netflix ou des choses un peu drôles via WhatsApp, ils peuvent aussi produire et échanger des choses. Ça peut être du contenu, ça peut être du contenu audiovisuel, des gens qui font des mini-séries, ça peut être des personnes qui proposent des services. Vous avez des jeunes haïtiens qui innovent, qui proposent, j'ai vu par exemple, il y a certains qui mettent l'indexation, la valeur de la gourde en temps réel, ça c'est important. Ils peuvent aussi se dire, mais dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'aimerais changer? On peut imaginer, je suis intervenu pour le MIT il n'y a pas si longtemps, pour l'Inde et pour l'Afrique, pour trouver, entre guillemets, quelles sont les innovations qu'on peut faire pour changer la réalité du pays. Mais parmi les idées, ça peut être comment mieux partager l'information,
pour les personnes qui n'ont pas de smartphone d'Internet, parce que même si certains jeunes ont des smartphones, mais peut-être qu'ils peuvent être des ambassadeurs ou servir de relais pour partager de la bonne information ou des données avec des personnes qui vivent dans des lieux un peu plus reculés ou qui n'ont pas accès à Internet tous les jours, etc. Donc, il y a toujours des pistes. Celui qui trouve une difficulté, justement, ne doit pas se résigner à cette difficulté, il doit pouvoir dépasser cette difficulté et proposer des solutions. Et si lui, il n'a pas de solution, il peut absolument partager avec une plus grande communauté, avec d'autres acteurs, et ensemble trouver, en fait, via l'intelligence collective, des idées pour changer leur réalité. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, Madame Costa. La deuxième question, c'est par rapport à les générations, c'est par rapport aux générations futures. D'après vous, comment les générations futures pourront bénéficier de l'économie numérique et des changements que nous, la génération présente, pourront leur apporter? Alors, il y a plusieurs façons. La première question, c'est la question de la démocratie. Une démocratie classique qui existe et qui est pilotée par les politiques qui sont en place, mais rien n'interdit à ces jeunes-là de proposer des alternatives à avoir une démocratie plus participative. Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. En Allemagne, il y a à peu près plus de 15 ans, des personnes qui se sont dit, mais j'aime pas trop comment ça se passe, les décisions au niveau de mon territoire. Et donc, ils ont mis en place une forme de plateforme en ligne de propositions où plusieurs personnes contribuaient au fur et à mesure. Ces gens-là ne se connaissaient pas, mais ils ont trouvé via cette plateforme-là une plateforme d'idées où ils peuvent partager, ils peuvent échanger, ils peuvent diffuser cette idée-là. Ben, la première fois, ben, ils ont juste partagé leurs idées avec un maximum de votants et quelques députés. Mais la deuxième fois où il y a une autre élection, ben, certains sont allés aux élections et ont été élus et sont rentrés dans l'Assemblée au niveau du gouvernement allemand. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément partir par une prise de pouvoir, mais une participation active. Je pense que nos jeunes ou les moins jeunes ne doivent pas rester sur une approche attentiste. Il faut être dans une approche dynamique et proposer des plateformes, proposer des idées. Et si ce n'est pas via cette approche collective ou participative, ça peut être tout simplement en rejoignant des forces soit institutionnelles ou soit des acteurs internationaux pour proposer des idées. Mais il y a 10 000 façons, en tous les cas, le numérique le permet, hein, donc, que ce soit de manière instantanée ou de manière plus réfléchie à long terme. Merci. Nous avons encore une autre question. En tant que femme et PDG d'une entreprise informatique, quel est le rôle des femmes entrepreneurs dans le développement de l'économie numérique, spécialement en Haïti, d'après vous? Alors, j'ai envie de dire que le rôle des femmes n'est pas différent du rôle des hommes, c'est-à-dire que quel que soit qui on est dans une entreprise, on est au service, entre guillemets, de l'objectif de cette entreprise, c'est-à-dire qu'on doit satisfaire nos clients, ceux qui sont les rois, en fait, ce sont nos clients, donc faire en sorte d'être performant, et justement, l'innovation, ça aide à ça, ça permet d'apporter des solutions que la concurrence n'a pas, et donc, quelque part, c'est une différence. Par contre, je peux vous dire qu'en tant que dirigeante femme, il y a une forme de sensibilité qui est légèrement différente, la façon dont on voit le management, on voit les fruits aussi, on est d'autant plus façon à travailler. Il faut juste savoir ce qu'on veut et juste être très engagé, très obstiné. Et j'ai envie de dire, il faut oser, il faut avoir beaucoup d'audace. Merci. Et notre dernière question, c'est quel conseil pouvez-vous donner aux startups qui évoluent en Haïti pour faire face
à ce changement pour en tirer les opportunités? Alors, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? OK. Quel conseil pouvez-vous donner aux startups qui évoluent dans le domaine de l'informatique dans ce temps de crise? D'accord. Le conseil que je donne aux startups, c'est aux start-upers plutôt, puisque une startup, c'est une entreprise, c'est pas cause. Par contre, je dirais à ceux qui sont dans les startups, n'innovez pas et ne vous lancez pas dans les projets seuls. Parce que celui qui est seul ne va pas très loin. Par contre, celui qui s'entoure bien, celui qui sait dégoter, trouver les bons partenaires, celui qui sait aussi s'entourer avec des bonnes volontés, va aller beaucoup plus loin. Ça, je dirais, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je dirais à ces startups qu'il faut bien étudier et avoir conscience que le territoire, quel que soit le territoire où on est, ça peut être en Guadeloupe, ça peut être en Haïti, ça peut être en Afrique du Sud, peu importe, il faut bien étudier le terrain à qui on vend, la cible. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des startups pour faire semblant, pour faire du copycat, copier la Silicon Valley ou les Américains. On ne sera jamais avec tous les milliards, tout l'environnement favorable de ces territoires-là. Mais on peut avoir l'intelligence pour faire en fait des innovations, des projets qui nous ressemblent et qui soient à hauteur de notre territoire. Donc, il faut vraiment penser à ce qu'on appelle à l'échelle, au dimensionnement. Et à partir de là, bien travailler son projet. Et une fois qu'on a travaillé sur le dimensionnement, là où on est, l'environnement, avec toutes les contraintes, il faut dépasser, il faut faire du scale-up, penser à l'étape d'après, voir comment on peut avancer et étendre son idée au niveau monde. Le monde est un village. Si des Chinois viennent chez nous ou des Américains viennent chez nous, pourquoi on ne peut pas aller chez eux? Au contraire, on aura plus de clients et plus de gens qui ont les moyens d'acheter. Merci, Madame Costa. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire. Vous avez dit, est-ce que j'ai une dernière chose à dire, c'est ça? Oui. Ben, écoutez, je dirais que je pense que les Haïtiens, et à tous qui vont émerger, des collaborations. En tous les cas, je me tiens prêt à travailler avec tous ceux qui veulent pour sortir des projets intéressants. Euh, et en Haïti toute la matière première, des jeunes qui sont super intelligents, super performants. Vous avez énormément d'intellectuels, vous avez aussi des investisseurs, même si bon, c'est pas facile pour eux, ils ont peur, hein, ils ont besoin de stabilité, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut donner une chance et un futur à ce pays. Ce sont ceux qui les aiment, ceux qui aiment Haïti vont apporter des projets intéressants. Et donc, je pense que faire ce sommet IGF, c'est l'occasion de faire en sorte de mettre d'équerre, de mettre sur la même direction toutes les personnes de bonne volonté. Merci. Pour conclure, on pourra dire qu'on devrait profiter de chaque crise pour innover. Et nous devons aussi en tirer toutes les opportunités dans chaque situation. Exactement. Que ce soit Kennedy ou Churchill, la crise, ce n'est pas un problème, ce n'est qu'une voie vers une solution ou des solutions. D'accord. Merci, Madame Costa, pour ce panel. Et merci à vous, chers auditoires. Nous vous disons... Mais avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation de partager avec